Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de Montpellier, est très heureux d'accueillir Pierre Stampoul de l'UJFP. Il est fils de parents résistants qui sont venus d'Europe orientale et sa famille maternelle a été exterminée complètement et son père a fait partie du groupe Manouchian. Il a été déporté à Buchenwald. Donc il a fait plusieurs voyages en Palestine et dont 2 à Gaza. Donc il nous a semblé qu'il était le plus à même de parler de la question de l'antisémitisme et donc je lui laisse la parole. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et merci au MRAP pour l'invitation. Je dis quelques mots de l'UJFP, donc Union Juive Française pour la Paix. Nous existons maintenant depuis 30 ans, 1994. Au début sur le mot d'ordre « pas de crime en notre nom ». Et puis très rapidement, la réalité de ce qui se passe en Palestine nous a sauté aux yeux. Ça porte le nom de occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide aujourd'hui, suprémacisme. Et nous sommes clairement une association juive antisioniste parce que juif et pas bien que juif, parce que je vais un petit peu essayer d'expliquer en parlant de l'antisémitisme. Le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais pour nous juifs, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire et à notre identité. Nous faisons partie de BDS, Boycott des investissements sanctions, parce qu'il est bien évident que la barbarie va continuer tant que cet État ne sera pas sanctionné. Et comme indiqué, nous avons une action de solidarité avec Gaza qui date maintenant de 2016, personnellement de mon dernier voyage à Gaza. Pendant longtemps, ça a été l'aide aux paysans du sud-est de la bande de Gaza qui a permis de construire un château d'eau, une pépinière solidaire, une maison des paysans. Et depuis le début du génocide, 7 octobre, c'est le soutien aux déplacés. Alors nous ne sommes pas une association humanitaire, mais comme le but du sionisme était la disparition de la Palestine et des Palestiniens, un des 2 axes fondamentaux, c'est que la société palestinienne reste debout. Donc il y a une collecte ici, et si vous allez sur les sites d'Altermidi ou de ISM, ou le site de l'UJFP, ujfp.org, vous verrez tous les jours, nous rendons compte de ce que les Gazaouis nous disent sur la situation et sur comment ils survivent. Et c'est évidemment très important. Donc je vous invite à aller sur ces sites et à donner. On a envoyé plus de 200 000 € à Gaza depuis le novembre, une petite association juive. Et il nous reste un peu plus de 2 mois pour tenir. Or, on sait très bien que les génocidaires vont continuer leur œuvre, donc aidez-nous à tenir en continuant à donner. Alors, le thème de ce soir, c'est l'antisémitisme, dont il a été expliqué que c'est en partie mon histoire intime. Et je vais essayer assez rapidement d'enlever tout un nombre d'idées reçues. Et je vais commencer par 3 anecdotes. La première, c'est 2015. Au Congrès sioniste mondial, Netanyahou fait cette déclaration qui peut paraître ahurissante. Il dit Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. Alors, en dehors du fait, évidemment, qu'une telle déclaration est complètement révisionniste et négationniste, elle viendrait d'un non-juif, il aurait immédiatement un procès. Quel est le but de Netanyahou quand il dit ça? Le grand moufti était un sale bonhomme, il a effectivement été un collabo, mais il y a eu tellement de collabos chez les sionistes que... Mais quel est le but de Netanyahou quand il parle de ça? C'est de dire en gros, l'antisémitisme, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Alors que, ce que je vais vous expliquer, c'est que historiquement, l'antisémitisme, le mot est impropre, je vous expliquerai pourquoi il est impropre. C'est les Européens, les chrétiens, et c'est en Europe que ça s'est développé, et le crime a été commis en Europe. Donc on voit déjà le premier élément de ça. Le deuxième élément, c'est notre cher Emmanuel Macron, qui déclare
l'antisionisme est l'antichambre de l'antisémitisme et qui agit comme si l'antisionisme était interdit. Je vais vous développer exactement le contraire. Je vais vous développer que c'est le sionisme qui est évidemment l'antichambre de l'antisémitisme et que le couple infernal, c'est sionisme-antisémitisme qui se sont tenus la main pendant 120 ans avec un but commun, qu'un maximum de juifs quittent l'Europe. Troisième anecdote, avant d'aborder le fond, on a eu quand Rima Hassan, députée européenne française d'origine palestinienne, réfugiée palestinienne, elle participe à une manifestation à Amman contre le génocide qui se passe à Gaza, et immédiatement on a tous les milieux qui disent Rima Hassan a participé à une manifestation antisémite à Amman. En dehors du fait que, je le répète, l'antisémitisme c'est en Europe, que quand vous allez dans le monde arabe, et nous on y est allé en tant qu'organisation juive, les gens vous disent on est contre l'occupation, on n'a rien contre les juifs. En dehors du fait que c'est complètement absurde de parler d'antisémitisme dans une manifestation à Amman, il y a aussi l'idée qui a été balancée après le 7 octobre, que le 7 octobre était un pogrom. Mes deux grands-mères maternelles et paternelles ont été survivantes du pogrom le plus emblématique de l'histoire, qui est le pogrom de Kishinev en 1903. La seule qui a survécu à la guerre me l'a raconté. Et évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec le 7 octobre. Et de toute façon, le 7 octobre, ce ne sont pas les Juifs qui ont été attaqués, c'est l'occupant. Et ça n'a évidemment rien à voir. Alors, je vais parler de l'antisémitisme avant de vous dire que ce mot est impropre. Au tout début, il y a ce qu'on appelle l'antijudaïsme chrétien. La religion juive, contrairement à ce qu'on croit, a été très très longtemps une religion prosélyte. Et vous voyez que je n'ai pas franchement le type moyen-oriental. Donc, je suis témoin de ce que l'écrasante majorité des Juifs sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions, et que les descendants des Judéens de l'Antiquité sont très majoritairement des Palestiniens, qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, et souvent les trois à la fois. La Palestine avait le bonheur quelque part, les Palestiniens savaient pendant des siècles qu'ils étaient les gardiens des trois religions monothéistes, et donc ils avaient une culture de l'entente et de la cohabitation de ces trois religions. Comme le judaïsme était une religion prosélyte, un assez grand nombre de citoyens de l'Empire romain se sont convertis au judaïsme. Il y avait des juifs partout dans l'Empire. On en trouve des synagogues à Doura, Europos, sur l'Euphrate, on en trouve au mur d'Adrien en Angleterre, on en trouve à Cologne, qui était la frontière en Allemagne, on en trouve à Carthage, on en trouve en Espagne. Ce n'étaient pas des Judéens, c'était des convertis. Et puis, quand le christianisme, qui était concurrent du judaïsme, et qui au départ est une dissidence du judaïsme, quand il l'emporte, d'abord avec l'empereur Constantin, puis complètement à partir du 4e, 5e siècle, il va édicter contre son concurrent toute une série de lois et de mesures coercitives. Alors dans ces mesures coercitives, il y a eu les stigmatisations. Les Juifs vont être accusés d'être le peuple déicide, et cette accusation-là ne sera abolie qu'au Concile Vatican II, en 1962. Il va y avoir l'enfermement dans des quartiers qui prendront le nom plus tard de Juderia en Espagne et de ghetto du nom d'un quartier de Venise en Europe. Il va y avoir l'accusation de commettre des crimes rituels, l'accusation de vouloir dominer le monde. Et puis, parmi tous les interdits, il va y avoir le pire, c'est-à-dire l'interdiction de posséder la terre. Donc, il faut savoir que dans le monde chrétien, les Juifs n'auront pas la terre. Au début, ce sont des spoliations, ce sont des expulsions. Il y aura de très nombreuses expulsions de tous les royaumes d'Europe, de l'Espagne pré-islamique, de l'Angleterre, de la France. Par exemple, en France, au moment de la Révolution, il y a des Juifs uniquement dans les régions récemment françaises. Avignon, l'Alsace, Bayonne, Perpignan. Mais ailleurs, il n'y en a pas parce qu'ils ont été expulsés. Et il va y avoir des massacres qui vont commencer avec la première croisade. Avant d'aller massacrer les infidèles à Jérusalem, ils vont se faire la main sur les communautés juives de la vallée du Rhin.
Strasbourg, en 1349, ils vont brûler 2000 juifs accusés de propager la peste noire, le choléra. Et les grands moments de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où probablement un peu plus de 10% de la population était juive, où il y a un grand massacre qui commence à Écija en 1391, qui va faire une centaine de milliers de morts, et les massacres contre les juifs vont durer pendant un siècle d'agonie du judaïsme espagnol, et c'est emblématique que 1492, c'est à la fois la date de Christophe Colomb en Amérique, de l'expulsion des morts et de l'expulsion des juifs. Un petit peu comme si l'État moderne était absolument indispensable avec le nettoyage ethnique et la, entre guillemets, purification ethnique. Un assez grand nombre de juifs vont se retrouver en Europe orientale, et au XVIIe siècle, il y a un peu plus de 100 000 juifs qui sont massacrés en Ukraine par les troupes du Cosaque Khmelnytsky. Et donc, cet anti-judaïsme chrétien, il a été extrêmement féroce. Au XIXe siècle, à cet anti-judaïsme chrétien va s'ajouter ce qu'on appelle l'antisémitisme racial. Alors, quelles sont les causes de tout ça? Il y a d'abord, en Occident, principalement en France avec l'abbé Grégoire et en Allemagne, il y a un début d'émancipation des Juifs qui obtiennent la citoyenneté et qui vont sortir du ghetto. Et donc tous les fantasmes vont commencer à propos de cette minorité qui jusque-là était reconnaissable et qui devient une communauté invisible. Il y a dans l'Europe 3 grands empires, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, l'Empire russe. Dans l'Empire russe vivent 60% des Juifs du monde entier, parce que la Russie s'est étendue avec les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, donc des endroits où il y avait énormément de Juifs. Et sur ces empires qui sont en train de décliner, vont naître un assez grand nombre de nationalismes, et tous les nationalismes européens auront pour dénominateur commun l'antisémitisme et le nettoyage ethnique, parce qu'ils veulent des États ethniquement purs. Donc les nationalismes polonais, croates, libyens, ukrainiens vont être très rapidement des nationalismes anti-juifs. Et il est d'ailleurs extrêmement, pas curieux, mais le sionisme a évidemment copié sur ces nationalismes européens la pire des choses, qui est la conception de l'État ethniquement pur, et on en voit aujourd'hui les conséquences en Palestine. Et puis une troisième grande cause de cet antisémitisme racial, c'est le rôle des intellectuels. C'est l'époque où l'Europe domine le monde. Il n'est évidemment pas question de partager les richesses. Et donc des linguistes, des médecins, des anthropologues, des historiens vont inventer la notion de race. Les races, ça n'existe pas, on est tous les descendants de l'homme moderne et un petit peu de Néandertal. Et il va y avoir évidemment dans cette notion de race, les races inférieures dans les peuples dominés, ça va être le noir, l'arabe, l'amérindien, et en Europe, ça va être le juif et le tzigane. Et les intellectuels qui vont propager ces thèses, c'est le français Gobineau, le français Vacher de la Pouge, l'anglais Chamberlain, l'allemand Wilhelm Marx, journaliste, et c'est Wilhelm Marx qui invente le terme antisémite. Terme qui est tout à fait impropre, parce que sémite, il y a des langues sémitiques, l'araméen, l'hébreu, l'arabe sont des langues sémitiques. Il y a eu dans l'Antiquité des peuples sémitiques, des peuples sémites, mais chez les Juifs, très majoritairement, ce sont des descendants de convertis, donc ce ne sont pas des sémites. Et quand mes amis arabes me disent « mais comment on peut nous accuser d'être antisémites alors que nous sommes sémites ?» Je leur réponds « vous savez, les Égyptiens n'ont rien à voir avec les sémites, les berbères non plus, et le mot palestinien vient des Philistins qui étaient un peuple de la mer et qui n'avaient rien à voir avec les sémites. » Donc on enlève ce concept-là, qui est un concept de l'ennemi. Il n'empêche que le mot antisémite s'étant imposé, on va l'utiliser. Il faut savoir qu'étymologiquement, à l'origine, c'est un mot de l'ennemi. Donc cet antisémitisme racial, il devient hégémonique en Europe à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Alors il faut voir à ce moment-là, c'est quoi le monde juif. Il y a les juifs du monde arabe,
qui sont minoritaires en nombre, eux, n'ont pas subi ce qui s'est passé en Europe. Dans le monde arabo-musulman, les juifs, comme les chrétiens, comme les zoroastriens en Iran, avaient le statut de peuple du livre. Ce n'était pas la citoyenneté, elle existait nulle part, mais c'était en gros les notables, la plupart du temps les notables religieux, géraient la communauté et faisaient l'interface avec le seigneur du coin. Donc du coup, il y a eu dans le monde arabo-musulman, il n'y a jamais eu l'équivalent de ce qu'ont été les massacres ou les pogroms qui vont commencer assez rapidement en Europe de l'Est. Il y a eu des moments difficiles pour les juifs du monde arabe, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient juifs. Je prends un exemple, il y a eu un moment très fort dans l'émirat de Cordoue, où les trois religions cohabitaient au gouvernement et s'épaulaient les unes des autres. Et puis quand les Almoravides, d'abord et surtout après les Almohades, arrivent en Andalousie, c'est un moment de rigueur. Le grand philosophe juif Maïmonide, qui écrivait tout en arabe, va s'exiler au Caire, mais Averroès, qui est un philosophe musulman, va s'exiler aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est contre les juifs, c'est quelque chose qui est un moment de raidissement dans l'histoire du monde musulman. Il n'y a pas de trace dans le monde musulman, avant le sionisme, de ce qu'a été l'équivalent des pogroms et des massacres de l'Europe chrétienne. Je dis, il y a eu des moments durs, mais ce n'était pas parce que les gens étaient juifs, c'est parce que ce moment-là était difficile pour tout le monde. Donc je décris un petit peu quel est le monde juif à la fin du XIXe siècle. Il y a les religieux. Les religieux seront contre le sionisme parce que la religion juive est une religion messianique. On attend le Messie qui a le bon goût de ne jamais arriver. Et tant qu'il n'est pas arrivé, il est interdit de retourner en Terre Sainte. Et il est interdit de parler hébreu. L'hébreu, c'est à la synagogue. Mais il y a les langues juives, le ladino, le judéo-arabe, le yiddish. L'an prochain à Jérusalem, ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem. Ça ne veut pas dire je vais là-bas, j'y fais un État et je chasse les autochtones. Le peuple élu, c'est celui qui a le plus de devoirs, pas celui qui a le plus de droits. Donc eux, ils seront toujours dans leurs écoles. Il y a des pogroms qui se déclenchent de façon extrêmement forte dans l'Empire russe à partir de 1881 contre la montée des mouvements révolutionnaires. Le régime tsariste va utiliser l'attaque contre les juifs, le pogrom, pour essayer d'endiguer la montée du mouvement révolutionnaire. Ça va provoquer l'exode de plusieurs millions de juifs qui vont partir vers l'Occident et en particulier vers les États-Unis. Et ça va provoquer l'abandon de la religion et un engagement vers la révolution ou des idées progressistes chez un assez grand nombre de juifs. Parce que, comme le peuple est juif, pour les religieux, comme le peuple juif est puni par Dieu, il n'a pas le droit de se révolter. Et devant les pogroms, il y en a qui disent non, on va se révolter, on va résister. Et donc il y a dans cette Europe de l'Est un assez grand nombre de juifs qui quittent la religion, qui s'engagent dans des mouvements révolutionnaires et qui luttent contre les pogromistes. Il y aura un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui organisera des milices contre les pogroms. Et il y a aussi, plus à l'ouest, en Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre, un assez grand nombre de juifs qui sont assimilationnistes, c'est-à-dire qui veulent rester juifs, mais qui veulent la conquête de droits égaux sur place. Et donc pour eux, évidemment, la question de la Palestine leur est totalement étrangère. Le monde juif, c'est ça de façon extrêmement majoritaire. Arrive le sionisme. Alors je vais vous expliquer pourquoi le sionisme et l'antisémitisme sont des complices. Comment on peut définir le sionisme tel qu'il est créé par Théodore Herzl? D'abord, ce n'est pas un mouvement religieux. Théodore Herzl était agnostique. Plus tard, Ben Gurion, qui était un athée farouche, disait Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif. C'est-à-dire qu'il faut voir que les sionistes ont utilisé, les premiers en tout cas, pas ceux de maintenant, ont utilisé une religion à laquelle ils ne croyaient pas, une Bible à laquelle ils ne croyaient pas, comme un livre de conquête coloniale. Le sionisme au départ, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire, il dit, devant l'antisémitisme, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, donc il faut partir, il nous faut un État.
Donc j'en profite, comme je suis invité par le MRAP, pour faire une petite digression. Les Roms, il n'y a pas plus persécutés en Europe que les Roms, plus discriminés aujourd'hui avec la stigmatisation, les violences policières, les crimes impunis, les campements saccagés, etc. Imaginons que face à ça, il y ait des intellectuels ou des bourgeois roms qui disent c'est pas possible, la seule solution à notre persécution, c'est de créer un État. Donc un dirigeant rome décide de faire un congrès au hasard à Bâle et de dire il nous faut un État. Donc ils discutent, est-ce qu'on fait l'État en Roumanie ou en Inde? On comprend bien que c'est absurde. Et on comprend bien que dans tous les cas, c'est la guerre, parce qu'il n'y a pas de terre sans peuple pour un peuple sans terre. Toutes les terres sont habitées. Donc c'est ce qui s'est passé sur le sionisme. Au départ, ils disent il nous faut un État. Et dès le moment où ils disent il nous faut un État, il faut que les gens soient d'accord, les dominants du monde, il faut qu'ils soient d'accord pour qu'il y ait cet État. Parce que pour avoir un État, il va falloir faire du colonialisme, il va falloir faire du colonialisme de remplacement, c'est-à-dire d'abord dire que les gens qui sont sur place sont des intrus, et puis les expulser. Il va falloir inventer un nouveau nationalisme, en disant qu'il y a un peuple juif, ce qui était, je vous ai dit, une absurdité, on est des descendants de convertis. Il va falloir inventer une langue, ce sera l'hébreu, une terre, ce sera la Palestine, en espérant avoir les religieux, mais ils ne les auront que 60 ans plus tard. Il va falloir inventer un peuple, dire que les juifs c'est un peuple. Ben non. Vous voyez bien qu'un juif irakien ou un juif yéménite, dire que j'appartiens au même peuple que lui, c'est une construction historique, ça n'existe pas. Mais pour ça, il faut des complices. Et les complices, ça va être d'entrée les antisémites. Donc dès l'époque de Théodore Herzl, puisqu'on est en France, on connaît l'affaire Dreyfus, et l'affaire Dreyfus avait été un des ferments qui avait poussé Herzl dans ses théories. Herzl était un ami de Drummond, le chef des antisémites de l'affaire Dreyfus. Herzl avait écrit Die Judenstadt, l'État des Juifs, et Drummond, dans son torchon antisémite, La Libre Parole, il avait lu Herzl, et il dira d'Herzl, ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. Parce que quelqu'un qui propose de virer les Juifs, quelle aubaine. Guillaume II, qui partageait tout à fait l'antisémitisme de cette époque-là, il apprend qu'un congressionniste, Guillaume II connaissait Herzl, Herzl l'avait accompagné dans un voyage en Palestine en 1894. Et Guillaume II apprend qu'il y a un congrès fondateur du sionisme qui doit avoir lieu. Le congrès devait avoir lieu à Munich, il aura lieu finalement à Bâle à cause de l'opposition quasi unanime de tous les rabbins allemands qui parlaient de la folie sioniste. Guillaume II, apprenant qu'il doit y avoir un congrès sioniste, griffonne à son ministre de l'Intérieur: ne mettez surtout aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Václav Plevé, qui était le ministre de l'Intérieur du Tsar, c'est lui qui avait organisé les pogroms, en particulier le pogrom de Kishinev dont je vous ai parlé, reçoit Herzl peu avant leur mort à tous les deux, en 1904, et les deux hommes tombent d'accord sur le fait que les Juifs doivent quitter l'Europe, et Plevé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi les antisémites qui vont jouer un rôle fondamental dans l'avènement du sionisme et dans sa capacité de triompher, il y a les chrétiens sionistes. Qu'est-ce que c'est que ces animaux-là? Dans le protestantisme, il y a quelque chose qui est important, c'est la traduction de la Bible dans la langue. Et donc en particulier dans le monde anglo-saxon, la Bible est traduite en anglais, et les personnages bibliques deviennent des personnages de tous les jours. Et d'ailleurs, bien souvent, dans les colonies en Amérique du Nord, en Afrique du Sud plus tard, en Australie, ils donneront des noms bibliques aux lieux qu'ils fondent. Il y a une ville qui s'appelle Bethesda aux États-Unis, c'est tout à fait un nom biblique. Et donc, dans ce monde anglo-saxon protestant, il y a une branche de l'Église évangélique qui va élaborer la théorie qu'il faut que les Juifs retournent en Terre Sainte, qu'ils chassent le mal, Armageddon, dans le Deutéronome c'est le mal absolu avec les Amalécites, et bien sûr après qu'ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Ces chrétiens sionistes sont des antisémites pathologiques,
Savoir aujourd'hui qu'ils sont une centaine de millions dans le monde, plus de 80 millions aux États-Unis. Ils disposent d'électorales et financières absolument énormes. De nombreux dirigeants mondiaux ont été chrétiens sionistes, en particulier Lord Balfour, celui qui va faire la déclaration Balfour en 1917. Balfour avait été Premier ministre en 1905. Il avait édicté des lois tout à fait antisémites contre ces juifs polonais qui venaient semer la révolution à Londres. Et le même Balfour, en 1917, fait la fameuse déclaration où il offre à la Fédération sioniste anglaise une terre que les troupes britanniques n'ont pas encore conquis, la Palestine. Il n'y a aucune contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Pour Balfour, comme pour tous les antisémites, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe. Le mot paria a été développé par Hannah Arendt. Et s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. Donc c'est ça que le sionisme a fait. Mais plus tard, parmi les chrétiens sionistes célèbres, avant d'arriver aux acolytes de Donald Trump, il y a le président Truman, celui qui est président au moment de l'indépendance d'Israël en 1948, celui qui va acheter les votes d'un certain nombre de pays pour le vote du plan de partage. Truman quitte le pouvoir en début 1953, il a après 2 mandats, et il visite une synagogue à New York où il est acclamé, et sa réponse, ça va être « mais moi je n'ai rien fait, c'était la main de Dieu ». Donc on a affaire aussi à ce type d'antisémitisme religieux qui aujourd'hui joue un rôle assez fondamental dans la colonisation. Vous devez savoir que la colonisation de la Cisjordanie a été financée pour plus de moitié par des antisémites qui sont les chrétiens sionistes, en particulier pour ceux qui sont allés là-bas. Les très grandes colonies de Ma'ale Adumim et de Gush Etzion ont été principalement financées par ces antisémites que sont les chrétiens sionistes. On va arriver à, toujours sur l'antisémitisme, est-ce que le sionisme a combattu une des conséquences de l'antisémitisme européen, qui va être la plus tragique de toutes, qui est le judéocide? Je préfère utiliser l'expression de Raoul Hilberg, il parle de destruction des Juifs d'Europe. Le mot Shoah, qui est le mot de Claude Lanzmann, je ne l'aime pas, le mot Holocauste non plus. Donc je préfère dire génocide nazi ou destruction des Juifs d'Europe. Il n'y a pas photo sur la destruction des Juifs d'Europe. En gros, les 2/3 des Juifs européens ont été anéantis. Est-ce que le sionisme a été une arme contre ça? Là encore, la réponse est non. D'abord, en 1933, il y a la signature des accords de Havara. Havara veut dire en hébreu transfert, qui est la signature d'un accord entre l'agent juif, qui était présidé par Ben Gurion, depuis le Yishuv, donc depuis la Palestine mandataire, où les Juifs avaient un statut d'autonomie que le mandat britannique leur avait donné. Ils signent un accord avec le gouvernement nazi. Et cet accord va être appliqué. Il va autoriser l'immigration vers la Palestine de 60 000 Juifs allemands fortunés. Les autres, il y avait quand même 700 000 Juifs en Allemagne. Les autres, ils pouvaient crever. Il y aura en 1938 la conférence d'Évian où on décidera qu'ils peuvent crever, exactement comme on le dit aujourd'hui sur les migrants subsahariens. Donc les accords de Havara, 60 000 Juifs allemands ont pu émigrer en Palestine avec des conditions extrêmement strictes. Ils devaient laisser l'essentiel de leurs biens en Allemagne. Il y avait des conditions financières qui faisaient que les Juifs du Yishuv devaient consommer allemand. Donc ils devaient consommer des Mercedes, des Opel, des machines agricoles allemandes. Et surtout, les Juifs essentiellement états-uniens avaient lancé une grande campagne de boycott contre l'Allemagne nazie. Et Ben Gurion, en signant ces accords avec les nazis, rompt ce boycott. Et ça permettra à Hitler d'avoir accès au marché de l'acier et au marché du pétrole. Alors est-ce que, plus tard, est-ce que les sionistes se sont repris? Je vais d'abord parler de la droite sioniste. Il y a une scission dans le mouvement sioniste en 1920. Apparaît un courant du sionisme qui s'appelle les révisionnistes. C'est eux qui se sont donné ce nom-là.
Le chef des révisionnistes, leur grand idéologue, c'est Vladimir Jabotinsky. Si vous allez aujourd'hui en Israël, il y a partout des avenues Jabotinsky, des musées Jabotinsky, des statues de Jabotinsky. C'est le grand héros du pays. Jabotinsky, déjà pendant la révolution russe, il est allié à Petliura. Petliura, éphémère dirigeant de l'Ukraine indépendante pendant la révolution, était un grand pogromiste. Ses troupes avaient massacré 60 000 juifs en Ukraine. Et quand il est vaincu par les bolcheviks et par les anarchistes de Makhno, Jabotinsky lui propose de revenir en Ukraine, mais il dit « je vais mettre quelques-uns de mes miliciens révisionnistes avec toi pour que tu refasses plus de pogrom ». Cette affaire n'aura pas de suite. Et malgré tout, ce mouvement révisionniste va se développer. Il va commettre dès les années 30 de très nombreux attentats contre la population civile palestinienne. Les révisionnistes étaient fascinés par l'Italie fasciste. Ils avaient leur radio à Civitavecchia. Mussolini parlait de notre fasciste juif Jabotinsky. Jabotinsky va créer une milice qui s'appelle le Bétar, qui existe toujours, de sinistre réputation. Le Bétar s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Le secrétaire particulier de Jabotinsky s'appelait Benzion Netanyahu. Il est mort à 102 ans, c'est le père de Benjamin. Donc on voit dans quel univers Benjamin a grandi. Il faut quand même savoir que les dirigeants israéliens actuels ne sont pas les descendants des victimes du génocide, c'est quand même les descendants des Kolavos. Et ce mouvement révisionniste va, je l'ai dit, commettre de très nombreux attentats contre les Palestiniens. Et à partir de 1939, après la grande révolte palestinienne, comme on est à la veille de la guerre, les Britanniques ont peur que le monde arabe se retourne contre eux. Ils vont arrêter l'immigration juive en Palestine. Tous les mouvements sionistes vont déclarer la guerre aux Britanniques. Ils vont arrêter quand il y a l'invasion de la France. Sauf un groupe. Alors, quand Jabotinsky meurt en 1940, c'est Menachem Begin qui prend la tête de l'Irgun, le mouvement terroriste d'extrême droite qu'il avait créé. Mais de l'Irgun va naître une scission qui n'accepte pas l'armistice avec les Britanniques, qui s'appelle le groupe Stern, ou Lehi. Et ce groupe, qui est dirigé d'abord par Avraham Stern, jusqu'à l'exécution de Stern en 1942, et qui va être ensuite dirigé par Yitzhak Shamir, le futur Premier ministre israélien, le groupe Stern va assassiner des soldats britanniques pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Pendant qu'il y a l'extermination, ils vont faire ça. Et ça ne les empêchera pas de se retrouver dans le premier gouvernement d'union nationale en 1948, quand l'État d'Israël sera créé. Je signale, parce qu'on est à Montpellier, que vit ici à Montpellier, je sais qu'elle est encore vivante parce qu'elle va faire une conférence à Marseille dans quelques jours, la fille du colonel Serrault, qui est avec le comte Bernadotte, deux des victimes du groupe Stern assassinés en 1948, parce qu'ils étaient en désaccord, évidemment, avec le nettoyage ethnique qui était en train de se faire en Palestine. Donc on voit qu'il y a une extrême droite qui a été collabo, qui n'a strictement rien à voir avec la lutte contre l'antisémitisme. Lord Moyne est assassiné au Caire, c'était le haut représentant britannique au Proche-Orient, il est assassiné au Caire en 1944, l'Allemagne est loin d'avoir capitulé par le groupe Stern, et ces gens-là qui ont été... ils vont même proposer, c'est historiquement documenté, ils vont même proposer aux nazis une collaboration sur le mode nous avons un ennemi commun. Évidemment, les nazis, ça ne les intéressait pas d'avoir comme allié un groupe juif, donc ça n'a pas une suite, mais ils en étaient là. Je reviens maintenant au courant qui, lui, était majoritaire dans le sionisme, le courant social-démocrate, dirigé par Ben Gurion. En 1942, il y a la conférence sioniste internationale à l'hôtel Biltmore, aux États-Unis. On est en 1942, c'est quasiment l'apogée du génocide. Disons, c'est 1943 l'apogée. Mais on est juste avant la bataille de Stalingrad. On peut s'attendre à ce que la résolution finale soit nous allons mettre tous nos moyens pour vaincre Hitler. La résolution finale du Congrès, c'est nous ferons un État juif sur l'ensemble de la Palestine. À l'époque, ça allait largement au-delà du Jourdain.
Donc, voilà, sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, le sionisme, non. Il a été l'allié des antisémites. Alors évidemment, on va dire, il y a une exception, c'est les 6 années du génocide. Disons que pendant les 130 ans, il n'y a que 6 années d'exception, 1939-1945. Le but des antisémites, historiquement, c'était le départ des Juifs, qu'ils aillent ailleurs et qu'il y ait un État juif. Ils étaient absolument pour. Les 6 années d'exception, le génocide, donc je dis il a détruit les 2/3 des Juifs européens, c'est pour une raison simple, c'est quand Hitler attaque la Pologne en 1939, il sait qu'il va trouver en face de lui de très grandes masses juives. Quand il va attaquer l'URSS en 1941, il sait qu'il va trouver des très grandes masses juives. C'est là que le nom du génocide est prise, bien avant la conférence de Wannsee. Mais je répète, en dehors de ces 6 années-là, il y avait une convergence entre sionistes et antisémites sur le mode « les juifs vous dégagez ». J'arrive un petit peu à la création de l'État d'Israël. Il n'y a plus de débat historique sur le fait que 1948, ça a été un nettoyage ethnique prémédité. Ce qui est fou, ça maintenant, les Israéliens l'avaient nié, Ben Gurion avait déclaré « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Énorme mensonge historique. Il faudra quand même attendre 1988 et l'ouverture des archives en Israël pour que tous les historiens, qu'ils soient sionistes comme Benny Morris ou antisionistes comme Ilan Pappé ou non-sionistes comme Shlomo Sand ou Tom Segev ou Avi Shlaim, pour qu'il y ait la confirmation que ce que les Palestiniens avaient toujours dit, nettoyage ethnique prémédité, soit totalement avéré. Ce sur quoi je tiens à insister, parce que quand on parle d'antisémitisme, on parle de racisme. La déclaration d'indépendance du 14 mai 1948 est une déclaration raciste. Quand vous la lisez, c'est une déclaration d'apartheid. C'est une déclaration, en gros, il n'y a personne qui habitait là, et qui va à peu près immédiatement, peu après cette déclaration, il y aura la déclaration sur les biens des présents absents, c'est-à-dire que les gens qu'on a virés, eh ben, ils n'ont pas le droit de revenir, et leurs terres et leurs maisons et leurs villages appartiennent aux nouveaux arrivants. Et c'est une déclaration qui dit que quiconque est juif a le droit de revenir, l'Alia, les Olim, a le droit de revenir sur cette terre. Le mot revenir, évidemment, comme je l'ai expliqué, n'a aucun sens. Il n'y a pas eu d'exil des Juifs et il n'y a évidemment pas de retour. Et la population locale, elle est complètement niée. Et je veux dire que quand on parle antisémitisme, on doit parler antiracisme. Il ne veut pas y avoir un État qui ne soit pas l'État de tous ses citoyens. L'État d'Israël, dès 1948, c'est un État ethnique. Il a recopié sur le modèle des pires antisémites européens, le modèle de l'État ethniquement pur. Et ça, c'est totalement absurde et c'est surtout totalement illégal. Est-ce que c'était la solution pour les Juifs? J'ai donné l'exemple des Roms. Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et l'idée que la solution à la question juive, l'entre-soi, l'État juif, a abouti à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le fascisme, le suprémacisme et le génocide. Il n'y aura pas de solution à cette guerre avec le maintien d'un État juif et avec le maintien du sionisme. C'est-à-dire qu'on doit bien considérer que sinon on va replâtrer quelque chose, mais une véritable solution, c'est le droit international, et le droit international, il est contraire à la notion d'État juif. Alors j'arrive un peu à ce qui est plus compliqué aujourd'hui, la troisième phase de l'antisémitisme. Edgar Morin, qui lui-même est un descendant de Maran, son prénom c'est Edgar Naum, il a écrit d'ailleurs un livre très intéressant, Vidal et les siens, où sur 3 générations il montre un petit peu le passage de Salonique à la France. Et Morin a écrit en 2004, il a parlé d'anti-israélisme. Et il a écrit quelque chose, on n'est pas obligé d'être complètement d'accord avec la façon dont il écrit, mais il dit les Juifs ont été discriminés, persécutés, massacrés. Aujourd'hui, ils discriminent, ils massacrent. Je fais toujours la distinction entre Juifs et Israéliens.
C'est les Israéliens qui font ça. Nous, on a toujours fait la distinction entre juifs sionistes et israéliens, mais il n'empêche que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des institutions qui disent juifs sionistes et israéliens, c'est pareil. On a un machin qui s'appelle le CRIF, qui avait été construit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début par la résistance, qui, quand il est fondé, a pour but de représenter le judaïsme français dans toutes ses composantes, les religieux, les laïcs, les séfarades, les ashkénazes, la gauche, la droite. Les communistes ont tenu un grand rôle à l'intérieur du CRIF. Et puis petit à petit, on va avoir les glissements. Il y a eu un personnage assez éminent qui a dirigé le CRIF dans les années 80, c'était Théo Klein. Il était sioniste, mais pas trop. Il était en tout cas extrêmement pluraliste. Il discutait avec tout le monde. Et il est mort aussi à 100 ans et quelques. Il avait déjà quitté la direction du CRIF depuis longtemps. Il avait donné une très longue interview à l'UJFP sur le mode « je ne suis pas d'accord avec vous, mais on discute, vous faites partie de la famille ». Évidemment, on est à des années-lumière de ça. Le CRIF est devenu un mouvement raciste, islamophobe. Parmi les premières déclarations qu'ils vont faire, c'est Roger Kuckerman qui dit au moment où Le Pen arrive au deuxième tour des élections présidentielles en 2002 que les musulmans avaient intérêt à se tenir tranquilles parce que c'était de leur faute. Et on va avoir un glissement qui va faire que le CRIF va être même pas le représentant du gouvernement ou de l'ambassade israélienne, mais le représentant de la droite du Likoud. Avant Arfi, qui dirige maintenant le CRIF, vous avez eu pendant 7 ans Khalifa, qui était quand même un ancien du Bétar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une milice d'extrême droite alliée à l'extrême droite européenne qui va diriger ceux qui prétendent parler au nom du CRIF. Vous avez aujourd'hui des intellectuels juifs ou des personnalités juives qui tiennent des propos hallucinants. Gilles William Goldnadel, qu'on voit sur CNews à Valeurs Actuelles, qui a été numéro 2 du CRIF et qui avait déclaré « Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3 ». Comme je suis dans le MRAP, je suis quand même étonné que le MRAP et la LDH n'aient pas porté plainte contre Goldnadel. Vous avez eu, là c'est il y a 3 mois, Arnaud Klarsfeld déclarant les musulmans sont nombreux à travailler sur les chantiers, ils vont avoir accès à des explosifs, ils vont venir tuer des juifs. Là encore, je pense que ça relève de la loi. Vous en avez d'autres, il paraît que c'est un humoriste, Michel Boudjena, donc qui a fait une déclaration très humoristique. Il a dit à Gaza, ils sont tous pour le Hamas, ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des barbares et ils ont eu ce qu'ils méritent. Vous avez le grand rabbin Chaim Korsia qui vient d'expliquer que Israël avait une menace existentielle et que, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'il était extrêmement content parce qu'il fallait finir le travail. Finir le travail, pour moi juif, ça me rappelle quelque chose. Bon, on pourrait continuer comme ça. Mais... Et les socialistes français, bah, ils ont déjà un passé assez trouble parce que la guerre de 56, c'est Guy Mollet qui est au pouvoir pendant qu'il fait marcher la GIGN en Algérie. Il envoie aussi les troupes françaises aux côtés des impérialistes britanniques et de Moshe Dayan parce que Nasser a eu l'outrecuidance de nationaliser le canal de Suez. Et si Israël a la bombe atomique, probablement 200 têtes, le début du transfert des technologies nucléaires en Israël, c'est toujours Guy Mollet. C'est toujours les socialistes qui ont réalisé ça. Donc ils ont là-dessus un passé. Quand Lecoq a déposé sa motion, il n'y a pas eu que Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, il a dit « cette motion transpire la détestation d'Israël ». Mais vous avez quelqu'un qui est souvent apprécié dans les milieux de gauche tout à fait à tort, la rabbine Orviller, qui est la femme du maire PS du 4e arrondissement de Paris, qui a dit « comment apartheid ? J'ai été à l'université avec des étudiants arabes ». Et donc, je pense, personnellement, qu'il y a là une résurgence de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie.
un discours marxiste à l'extérieur et la GGN là-bas. Et le code de l'indigénat, et voilà. Donc, tant qu'en France, la parole sur Vichy et la parole sur le colonialisme n'aura pas été dite, on va avoir ça. Alors, sur le PS français, il y a des exceptions. J'ai été invité à 2 reprises par le conseil départemental de Loire-Atlantique, qui est à majorité PS, et qui, lui, soutient des différents projets en Cisjordanie et qui avait envie d'avoir notre avis. Et il a même organisé un colloque où les intervenants, c'était Dominique Vidal, Eleonore Bronstein, Claude Léostic, Claire Stamboul. Bon, ils avaient véritablement envie d'avoir un autre avis, mais ils sont totalement une exception à l'intérieur du PS. On a des gens qui extérieurement vont dire le droit international, qui à Marseille vont se jumeler immédiatement à Kiev pour défendre l'Ukraine, et puis on leur demande de donner quelques sous pour Gaza, et ils refusent même que ce soit mis aux voix. Et chez vous, c'est relativement pire, parce que la journée de Jérusalem, c'est quand même une violation en race campagne de tout ce qu'est le droit international. Je veux dire que quand on a aujourd'hui des gens qui parlent au nom des Juifs, qui prétendent parler au nom des Juifs, qui sont des racistes invétérés, qui sont soutenus aujourd'hui unanimement par l'extrême droite, donc ça il faut comprendre. Le dénominateur commun de tout ce qui était les idéologies de haine et d'exclusion pendant un siècle, ça a été l'antisémitisme. Ça commence à la fin du XIXe siècle avec le général Boulanger, et puis il va y avoir l'affaire Dreyfus, Déroulède, l'Action française, Maurras, Barès, Pétain, le régime de Vichy, qui a quand même fait particulièrement du zèle, puisque les nazis allemands n'avaient même pas demandé la déportation des enfants, mais ils l'ont fait quand même au moment de la rafle du Veldiv. Et puis ça continue, il y a des déclarations de Jean-Marie Le Pen, quand il est député en 1958, sur Mendes France, où il dit que votre physique provoque un rejet psychologique et physique. Aujourd'hui, la totalité de l'extrême droite française et européenne est pour Israël. Lieberman, il a invité en Israël Philippe de Winter, le dirigeant de l'extrême droite flamande, Geert Wilders, celui qui vient de remporter les élections aux Pays-Bas sur le programme de l'interdiction du Coran. Il a invité Patrick Brickman, quand même NPD, donc néo-nazi allemand. Louis Alliot, l'ex de Marine, il a séjourné plus d'1 mois dans les colonies de Shiloh et d'Élie. Et voilà, aujourd'hui, vous avez des députés du Rassemblement national qui, dans le Var, demandent l'interdiction d'urgence Palestine. Et vous avez des dirigeants du Rassemblement national qui affirment qu'ils sont les défenseurs des Juifs contre les antisémites de LFI. Donc on a complètement le monde à l'envers, et je suis dans une période où tout ce qui est un petit peu rationnel est assez anéanti, et voilà, je compte sur vous un petit peu pour retrouver l'esprit. Donc oui, il n'y a pas de différence entre le racisme qui frappe les musulmans, les arabes, les noirs, les roms et les juifs. Nous, à l'UJFP, nous combattons le racisme sous toutes ses formes et quel qu'il soit. Nous pensons que pour combattre le racisme, il faut le combattre toutes et tous ensemble, et quelle que soit la communauté qui est visée. Aujourd'hui, accuser d'antisémitisme les gens parce qu'ils soutiennent la Palestine, c'est une monstruosité. Parler de pogrom en ce qui concerne le 7 octobre, c'est une monstruosité. C'est l'occupant qui a été attaqué, c'est pas les Juifs. Et si on n'est pas capable de comprendre que le sionisme a voulu transformer, et y est malheureusement arrivé en partie, une communauté humaine qui était discriminée en Europe en une communauté de colons assassins là-bas, on ne comprend rien. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole sur l'antiracisme, la parole sur l'anticolonialisme, elle n'a pas été suffisamment dite, elle doit l'être complètement. Il y a un certain nombre d'actes anti-juifs aujourd'hui, mais je dis qu'on ne peut pas lutter contre ça avec les pompiers pyromanes. C'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui disent « vous soutenez les Palestiniens, vous êtes antisémites », ils sont antisémites en ce sens qu'ils vont propager la haine contre les Juifs.
Et donc cette distinction absolue qu'il y a à faire entre une idéologie criminelle, qui est le sionisme, entre ce qu'elle est en train de réaliser, ça s'appelle un génocide à Gaza et un début de génocide maintenant au Liban, et l'histoire de toute une communauté humaine qui a subi de la persécution, tout ça, ça n'a rien à voir. Pour la dernière fois, ceux qui sont au pouvoir en Israël, ce n'est pas les descendants des victimes, c'est les descendants des collabos. Et les Israéliens ne sont pas des victimes, ce sont des bourreaux. La position de l'UJFP, c'est de dire une seule chose, que le droit international soit appliqué aux Palestiniens. Une seule. Mais qu'est-ce que ça veut dire le droit? Le droit international, c'est pas l'ONU. L'ONU l'a violé. Le droit international, ça veut dire trois choses pour les Palestiniens. La liberté, ça veut dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, destruction du mur, fin du blocus de Gaza. Deuxième point, l'égalité des droits politiques, économiques, pour tous les habitants de la région, quelles que soient leurs origines, leur identité réelle ou supposée, leur religion ou leur non-religion. Et troisièmement, la justice, puisque le crime fondateur, ça a été l'expulsion préméditée des Palestiniens, le retour des réfugiés palestiniens. On y a rajouté le jugement des criminels de guerre, parce que tous les conflits ont montré que quand on ne les juge pas, on est dans la merde. Alors évidemment, on va dire que vous êtes dans l'utopie. La seule chose que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Netanyahou, il ne génocide pas seulement les Palestiniens ou les Libanais, il ne profane pas seulement l'histoire et la mémoire du judaïsme, il est en train de détruire le droit international, c'est-à-dire qu'il est en train de détruire l'ensemble des institutions très critiquables, mais existantes, qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si on ne l'arrête pas, il n'y a plus d'ONU, il n'y a plus de Cour internationale de justice, il y a la loi de la jungle généralisée. Et donc, nous pensons, c'est à vous de voir, que la force du mouvement de solidarité, c'est d'imposer aux dirigeants de ce monde bien malade le fait d'arrêter le voyou et de l'arrêter pour sauver le droit international. Et ça veut dire que si on l'arrête, la négociation, ce ne sera pas sur un État, deux États, ce sera sur comment on traduit le droit international en Palestine. Point. Il n'y a pas un seul crime contre le peuple palestinien dans lequel ce qu'on appelle improprement la gauche sioniste n'a pas joué un rôle essentiel. Et le Parti socialiste français, il a toujours été avec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat historique sur le fait qu'il y a eu un nettoyage ethnique en 1948, et c'est la gauche sioniste qui le réalise. Les généraux de Ben Gurion, c'était pas des religieux. C'était Yitzhak Rabin, c'était Yigal Allon, c'était Moshe Dayan, ils bouffaient du rabbin à tous les repas, et ils ont fait un super nettoyage ethnique. L'attaque contre l'Égypte de Nasser en 1956, c'est toujours les travaillistes qui sont au pouvoir. La guerre de 1967, c'est Levi Eshkol, c'est Moshe Dayan, et c'est Yitzhak Rabin qui ira se prosterner au mur des lamentations alors qu'il est parfaitement athée. Donc, plus tard, la construction du mur, c'est Fouad Ben Eliezer, secrétaire général du Parti travailliste. L'attaque contre le Liban, la dernière, c'est Amir Peretz, secrétaire général du Parti travailliste. On peut continuer comme ça pendant assez longtemps. Dans les gens qui sont épinglés par la Cour internationale de justice pour appel au génocide, il y a le président de la République, Herzog, qui était aussi un travailliste et qui a justifié le meurtre des femmes et des enfants. Alors lui, il n'a pas utilisé les arguments bibliques, mais c'est simplement sur le note que si on ne veut pas de terroristes à l'avenir, il vaut mieux tuer les enfants tout de suite, comme ça on ne sera pas ennuyé. Tous nos amis anticolonialistes israéliens le constatent. Il y a eu des associations qui étaient binationales. Warszawski, puisqu'on en parle, l'AIC avait un bureau à Jérusalem et un bureau à Betsaour. Le bureau à Jérusalem a fermé, ils n'avaient plus les moyens de payer le loyer, et le bureau de Betsaour, il se réalise quasiment plus. Il y a eu des tas d'associations israéliennes, les anarchistes contre le mur, ça n'existe quasiment plus. Ta'ayush, ça a disparu. Maxim Watch, ça a quasiment disparu. Who Profit, ça existe encore un tout petit peu. Il y en a qui se sont renforcés en devenant antisionistes, B'Tselem, qui ne l'était pas au début. Mais malgré tout, même au moment du premier massacre de Plomb-Durci contre Gaza,
ils avaient quand même mis un peu plus de 10 000 personnes dans la rue sur cette question-là. Et ça s'est tari. Il faut comprendre que la société israélienne est une société toxique. Moi, dans ma propre famille, je ne peux plus leur parler. Les gens qui sont en désaccord en Israël, et ils sont quand même assez nombreux, ils partent. En Israël, il y a les Olim, ceux qui font l'émigration, la montée comme ils appellent, et les Yordim, ceux qui partent. Alors, il y a maintenant plus de Yordim que d'Olim, donc il y a énormément de personnes qui partent, souvent pour des raisons économiques, mais très souvent aussi pour des raisons idéologiques. Ils veulent vivre dans un pays normal qui n'est pas en guerre tous les 2 ans, et ils veulent surtout, ils ne supportent pas les messianiques fous qui sont au pouvoir. Mais ça fait que l'opposition, les Israéliens qui sont à l'extérieur n'ont pas le droit de vote. Il faut qu'ils rentrent en Israël pour voter. Donc en plus, ça assure des majorités à l'extrême droite. Il faut que vous compreniez qu'en Israël, c'est un article que j'avais écrit dans Recherche internationale il y a 2 ans. On avait demandé un article sur l'extrême droite israélienne. En l'écrivant, je l'ai construit petit à petit. L'extrême droite est devenue hégémonique dans tous les secteurs de la société israélienne. Ça nous menace, nous, en France. Mais en Israël, qu'ils soient majoritaires chez les colons, quelque part c'est évident. Il faut quand même se rappeler que la moitié des colons, c'est des banlieusards. Il n'empêche qu'ils votent tous à l'extrême droite. Les autres, c'est des intégristes religieux qui sont armés et qui tirent. Ils sont devenus majoritaires chez les séfarades et les Misraïm, donc les juifs orientaux, qui ont été extrêmement discriminés en Israël. Israël n'est pas le seul pays où les dominés votent pour l'extrême droite. Hein, il me semble que les ouvriers en France ont voté majoritairement. D'accord, bon. Ils sont devenus majoritaires chez les Russes, qui eux n'étaient pas du tout religieux, mais à qui on a offert des postes dans les colonies. Et puis un des premiers dissidents soviétiques, Anatoly Sharansky, comme il s'appelait quand il était en Union soviétique, il est devenu colon, Lieberman pareil. Ils sont devenus majoritaires chez les religieux, et j'ai dit, historiquement, ce n'était pas le cas. Avant la guerre de 67, les religieux territorialistes, ils sont minoritaires. C'est la conquête faite par les travaillistes de la Cisjordanie qui les a rendus majoritaires. Ils sont devenus majoritaires dans l'armée, alors que c'était une armée travailliste. Donc voilà, je veux dire que c'est une société toxique, c'est une société où les gamins à l'école, au jardin d'enfants, ils font des tanks avec des bouchons, à l'école primaire, ils envoient des lettres aux soldats, et où au cours d'histoire, on leur apprend que tout le monde veut tuer les juifs et qu'il faut être les plus forts pour pouvoir se défendre. Et je suis désolé, dans tous les pays, ça marche, ça. Hein. Ça a marché en Allemagne, ça a marché en Serbie, ça marche, ça. Hein. Moi, je ne sanctifie pas l'ONU. Je défends le droit international, mais je pense que l'ONU a des responsabilités fondamentales. Le plan de partage était un acte de piraterie, mais déjà avant, 20 ans avant, 24 ans avant, la Société des Nations, quand elle donne le mandat britannique sur la Palestine, d'abord elle se réfère à la déclaration Balfour, ce qui est quand même assez fou, et puis elle dit, Elias Sambar l'explique bien dans le film Char et l'Olivier, elle dit la Palestine n'est pas suffisamment mûre et la Grande-Bretagne a pour mission de mener les Palestiniens à la maturité. Il n'y a pas besoin d'attendre le PS français pour avoir du colonialisme, en veux-tu, en voilà. Mais là où j'en veux énormément à l'ONU, le plan de partage était un acte de piraterie. La moitié de la Nakba est imputable à l'ONU, parce que entre eux, le vote du plan de partage le 29 novembre 1947 et le début de la guerre avec les pays voisins le 15 mai 1948, la quasi-totalité des 400 000 Palestiniens qui habitaient l'État juif donné par l'ONU aux sionistes ont été expulsés. Donc l'ONU est responsable de la moitié de la Nakba. Après, l'ONU va voter la résolution 194 sur le retour des réfugiés palestiniens. Non seulement Israël dit non, ils ne rentreront pas, ils entament la destruction de plus de 500 villages et de plusieurs villes. Ils confisquent tous les biens et toutes les terres des Palestiniens pour les donner aux nouveaux immigrants, au KKL qui va les donner aux nouveaux immigrants. Et 3 mois après, Israël est admis à l'ONU avec la mention « respecte le droit international ».
quand on sait en plus que le vote du plan de partage avait été acquis avec des votes achetés, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc aujourd'hui, je conçois qu'on se tourne vers l'ONU. Moi, je me tourne vers le droit international et je dis, il faudra bien que si les maîtres de ce monde ne veulent pas qu'on en retourne à la loi de la jungle et au droit du plus fort partout, s'ils ont envie qu'il existe encore des institutions internationales, il faut arrêter les meurtriers. Mais ma confiance dans l'ONU, elle est fortement limitée sur cette question-là, et en particulier sur ce qui se passe en 1948. C'est un des problèmes que j'ai avec les défenseurs absolus de l'ONU, c'est que l'ONU a amnistié Israël du nettoyage ethnique de 1948. L'ONU considère que le problème, c'est 67. Je suis désolé, le problème, c'est 48. Exactement. Le fait d'avoir alimenté le mythe d'Israël, État juif et démocratique, la blague qui se raconte en Israël, c'est que c'est un État démocratique pour les Juifs et juif pour les Arabes. Mais en tout cas, il n'est même plus démocratique pour les Juifs, parce que de toutes les nouvelles qu'on a aujourd'hui, on est en plein macartisme. Si j'ai été professeur toute ma vie, si je tenais dans une école ou dans une université le 10e de ce que je pense, si je le disais aux étudiants, je serais viré en Israël, c'est plus possible. Quand on a publié l'Union juive française pour la paix, on a publié un livre qui s'appelle Une parole juive contre le racisme, qu'on essaie de faire rentrer dans les lycées, dans les collèges, dans les CDI. Quand on y arrive, c'est compliqué parce qu'évidemment le gouvernement français s'oppose à ce que nos publications rentrent. Et on a commencé par qu'est-ce qu'être juif. Alors on a donné 10 définitions. La définition hitlérienne, elle est simple. C'est une race inférieure qu'il faut exterminer. La définition religieuse ou sioniste, c'est on est juif par sa mère, qui elle-même l'était par sa mère, qui elle-même, etc. C'est la poule qui a fait l'œuf, mais voilà. Il y a la définition sartrienne, c'est l'antisémite qui fait les juifs. Et puis dans presque tous les autres cas, les camarades de l'UJFP, au lieu de répondre à la question, on dit pourquoi à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de dire que j'étais juif. Par exemple, on en a un militant bien connu, qui dit c'est Ariel Sharon qui m'a fait juif au moment du grand massacre dans Jenin. Moi, comme ancien prof de maths, j'ai essayé de donner une touche de rationalisme, donc j'ai dit c'est au départ plusieurs peuples, le peuple séfarade, descendant des juifs chassés d'Espagne, le peuple judéo-berbère, le peuple yiddish, ayant une communauté de destin liée à la religion. Si vous dites que juif c'est une religion, alors Herzl n'était pas juif, Ben Gurion n'était pas juif, Léon Blum n'était pas juif, Pierre Mendès France n'était pas juif, Einstein n'était pas juif, Freud n'était pas juif, je vais continuer comme ça longtemps. Donc on voit bien que c'est pas... et puis la moitié des 6 millions de morts, dont ceux de ma propre famille, n'étaient pas juifs. Donc on voit bien que ça ne va pas. Si vous dites que c'est un peuple, je répète, prétendre que moi qui appartiens, disons, au peuple yiddish, je prends la définition de Shlomo Sand, que j'appartiens au même peuple qu'un juif irakien, c'est pas vrai. Si en plus, dans le mot peuple, il y a la notion de culture commune, non, la culture des juifs du Maghreb et la culture des juifs de Pologne, même s'il y avait des interférences entre les deux, ce n'était pas la même. La notion de langue, c'est pas la même, pas la même. La notion d'origine, j'ai dit qu'on est majoritairement des descendants de convertis, les juifs du Maghreb sont majoritairement des descendants de berbères convertis au judaïsme. Nous, nos origines sont peut-être les colons romains de la vallée du Rhin, les Khazars, bon, tout ça, mais c'est pas des origines communes. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. C'est devenu des formes d'identité. Il y a eu les antisémites qui ont voulu travestir ça en une notion de race. Ben voilà, ce n'est ni une race, ni un peuple, ni une religion. Au musée juif d'Amsterdam, qui est tenu par des sionistes, il y a les 3 façons d'être juif. Donc, la religion, donc pour moi 0. J'avais une mère qui ne disait pas les chrétiens, elle disait les pogromistes, et qui ne disait pas les rabbins, elle disait les collabos. J'ai eu une éducation stricte, et je ne suis pas circoncis. 2, le attachement à Israël, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Et 3, un rapport à ce qu'ils appellent la Shoah, que je préfère appeler la destruction des Juifs d'or. Donc moi j'en ai un sur 3.
Il y a des gens dans le JFP qui en ont 0 sur 3, il y en a qui ont 3 sur 3. Mais voilà, je veux dire que ce sont des identités différentes et chacun les ressent d'une façon différente. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le fait qu'une idéologie raciste et suprémaciste dise qu'elle défend l'État de tous les juifs, et donc que ceux qui ne sont pas là-bas sont sommés d'être des aides, sinon ce sont des traîtres. Non, nous ne sommes ni traîtres ni complices. Ce qu'on retrouve dans l'UJFP ou maintenant dans le mouvement des jeunes qui s'appelle Tzedek, c'est justement qu'il y a des identités différentes, que chacun décline à sa façon, et que la volonté du sionisme d'imposer une seule identité, elle me rappelle la volonté de d'autres régimes totalitaires qui avaient voulu fabriquer un homme nouveau et qui voulaient fabriquer une seule identité. Dans la création de l'État d'Israël, il y a eu ce qui était le projet depuis le début, derrière la séparation des Juifs du reste du monde, il y a eu leur transformation d'une population de parias en une population de colons. Il est évident que l'Occident a sauté sur l'occasion, parce que avoir des colons résolus là-bas, c'était l'occasion de dominer la région. Évidemment, dès qu'il y a la guerre de Corée, Israël se range dans le camp impérialiste. Mais je vous rappelle qu'en 1967, quand il y a le début de la guerre, le premier jour de la guerre, les Israéliens coulent l'USS Liberty, un croiseur états-unien qui croise au large du Sinaï. Il y a 35 morts et 60 disparus. Et le message aux États-Unis, c'était la France va arrêter de nous armer, vous allez prendre la succession, vous n'avez pas le choix, on est en train de mettre la pâtée à des pays armés par l'URSS, vous prenez la succession. Le président Johnson a balbutié, mais oui, bien sûr, c'était une erreur, et il a obtempéré, à Gaza comme au Liban, que les décisions sur cette guerre-là, elles se prennent à Jérusalem, que les États-Unis, à cause des chrétiens sionistes, approuvent derrière et ne s'opposent pas, de même qu'aujourd'hui on met le RN dans l'arc républicain, on met Israël dans le camp civilisé par rapport aux méchants, Israël, l'Iran, la Chine, la Russie. Sauf que là, depuis 1 an maintenant, c'est le monde occidental qui a armé un génocide. C'était un des arguments de vente d'Israël, c'est les Juifs sont partout en insécurité, s'ils viennent chez nous, ils vont être en sécurité. Alors maintenant, je veux dire, s'il y a bien un pays aujourd'hui où les Juifs sont en insécurité, c'est Israël, et tant qu'ils écraseront le peuple palestinien, tant qu'ils ne lui reconnaîtront pas ses droits, ils seront en insécurité. C'est l'argument qu'on doit donner, c'est-à-dire que l'idée qu'on est en sécurité en écrasant ses voisins, c'est une idée absurde. Après, je veux dire, prétendre qu'ils ont le droit de se défendre, et la Palestine, elle n'a pas le droit de se défendre. Ça s'appelait « Alors vous voulez jeter les Juifs à la mer ?» Et je vais répondre, je vais vous expliquer l'inverse. Qu'est-ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester? C'est le maintien de l'apartheid ou la fin de l'apartheid? C'est bien sûr la fin de l'apartheid, sinon à terme, ils giclaient. Qu'est-ce qui permettra aux Juifs israéliens de rester? Et moi, je suis favorable à ce qu'ils restent. Je le dis clairement, on ne réparera pas un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique. Ce qui leur permettra de rester, c'est l'application du droit international. Et l'application du droit international, c'est la fin de l'État juif et c'est la fin du sionisme. Je suis très clair là-dessus. Ça veut dire que si on n'habite pas un État ethniquement pur, on doit partir. C'est l'inverse. C'est quand la population juive israélienne acceptera l'égalité, ce qui veut dire le démantèlement total de toutes les institutions racistes qui ont été créées depuis 1948, c'est dans ces conditions-là qu'elle restera. Comme le blanc sud-africain, j'ai dit, Mandela, il avait posé 3 conditions. L'Afrique du Sud est une et indivisible, une personne égale une voix, et vous reconnaissez que l'apartheid est un crime. C'est ça qui a permis aux Blancs sud-africains de rester, et je regrette qu'il n'ait pas mis une 4e condition, qui est c'est la fin du capitalisme, parce qu'on voit le résultat en Afrique du Sud. C'est ces 3 conditions qui ont permis aux Blancs sud-africains de ne pas avoir à partir. Et bien, ce qui permettra aux Juifs israéliens de ne pas avoir à partir, c'est la fin de l'État juif, c'est la fin du sionisme. C'est la séparation, comme théorie, il y a 120 ans, qui a mené à la barbarie actuelle. C'est l'idée que l'entre-soi, c'est la seule solution qui a mené au colonialisme, au nationalisme et au génocide actuel.
Et il n'y a pas de solution maintenant, ça. Le peuple palestinien, c'est un peuple de réfugiés. Le crime fondateur, c'est de les avoir transformés en réfugiés. D'accord? Vous imaginez une paix qui ne règle pas la question des réfugiés? En maintenant l'État juif, vous les mettez où, les réfugiés? Donc on comprend bien que si vous voulez solutionner cette question-là, c'est un peuple de réfugiés, ils ont droit au retour, c'est dans le droit international, c'est la résolution 194 de l'ONU, c'est pas avec le maintien d'un État juif où ils seront étrangers. Si jamais ils rentrent, ils rentrent. Si on veut créer un monde qui a un sens, ça ne peut pas être un monde de la séparation et de l'entre-soi. J'ai écrit, c'est mon opinion, que 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que quiconque va là-bas va se poser la question où est-ce qu'on met l'État palestinien. J'avais été reçu par le maire de Bethléem en 2007, Victor Batarsé, et comme il était FPLP, je savais qu'il était pour un seul État, et il m'a dit, et je pense que c'est aussi le sens de la déclaration de Pékin, on n'est pas des extrémistes. Si le Fatah arrive à 2 États, on prendra ça comme étape intermédiaire. Et puis il avait ouvert de façon assez théâtrale la fenêtre de la mairie de Bethléem. Autrefois, il y avait une belle forêt entre Bethléem et Jérusalem. La colonie de Haroma arrivait à 200 mètres des fenêtres de la mairie. Et il me dit, mais l'État palestinien, vous le mettez où? Il faut qu'on ait discuté avec Uri Avneri, qui était en Israël, un des partisans de 2 États. Et je disais, mais Uri, s'il y a un État palestinien, qu'est-ce que vous faites des colons? Il me dit, mais il n'y a pas de problème, ils deviendront citoyens palestiniens ou ils partiront. C'était en 2007, il est mort en 2018. Il m'a répondu, je verrai ça de mon vivant. La discussion qu'on a eue, et maintenant, le nombre de colons a doublé. Pensez qu'on va enlever 900 000 colons. Non, on a enlevé 7 000 colons du Sinaï et 8 000 de Gaza. Question d'émiettement et de fragmentation où ils sont, il y a tous les avis. Les gens qui étaient partisans de 2 États à Gaza, qui étaient la minorité, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, le monde est mauvais, et la seule chose qu'on va nous accorder, c'est un arpent de désert qu'on va appeler État palestinien. Ça, je l'entends. Et je leur disais, et les réfugiés? Ils me disaient tout de suite, non, les réfugiés, la question du retour, c'est sacré. Et même si on a ça, ce sera de toute façon une étape tant que les réfugiés ne seront pas rentrés chez eux. Donc ça, je le prends. Mais ça ne veut pas dire 2 États sur 67. C'est autre chose. Ça veut dire que le monde est mauvais, qui va accorder à ceux qui ont fait un nettoyage ethnique la réalisation et le maintien de ce qu'ils ont fait avec leur nettoyage ethnique. Et ça, non. Ça, c'est pas possible. Un seul État laïque et démocratique, c'était la position de l'OLP. Elle a été abandonnée au forceps par Yasser Arafat en 88 à la conférence d'Alger. On peut penser historiquement que cet abandon était lié au développement de la première intifada, au fait que le centre de la résistance palestinienne passait de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a eu de fortes oppositions, la gauche était contre, mais des grands intellectuels palestiniens comme Edouard Saïd, pour lequel j'ai un immense respect, dont je rappelle qu'Edouard Saïd, c'est pas... il avait fait l'orchestre avec Barenboim. Et puis il y a eu chez les Juifs, avant, dans le livre Antisionisme, une histoire juive, on leur donne la parole, avant le génocide nazi, même jusqu'en 1948, il y a un fort courant binational, dont un des grands animateurs, c'était le rabbin Judah Maknès, et c'était le philosophe Martin Buber. En 1944, en plein génocide nazi, il y a des élections dans le Yishuv, donc chez les Juifs du mandat, et il y a 45% des électeurs qui se prononcent pour un État binational. Ça veut dire, ça aussi vous devez le comprendre, 4 ans avant la Nakba, presque un futur Israélien sur 2 n'est pas pour foutre dehors les Palestiniens. Et le sionisme avait prémédité l'expulsion des Palestiniens 50 ans avant.